Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Néphila est la première autrice à m'avoir contactée au lancement de mon projet. Féministe et fière de l'être, autrice de bande dessinée érotique, elle est venue nous parler de son parcours et de ses expériences dans la bande dessinée. Bonjour Néphila, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours, tes études et ce qui t'a conduite à la bande dessinée? Alors, c'est un peu idiot de le dire, mais j'ai toujours tenu un crayon depuis que je suis petite. Donc ça paraît un petit peu le poncif, mais c'est la vérité. Au départ, je voulais faire du dessin animé. Donc quand j'ai été confrontée à mes premiers dessins animés japonais, on va dire, je me suis dit j'ai trop envie de faire ça. Donc je me suis lancée à corps et âme pour atteindre les Gobelins. Et j'y suis allée. Donc je suis diplômée des Gobelins. Et en fait, pendant mes années d'études, donc je suis allée à l'ESAT de Roubaix, au Gobelin, puis j'ai travaillé un peu en studio, à Marathon Studio. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Moi, j'avais envie de raconter des histoires. La chose qui m'intéressait, c'était la manière de les raconter, la manière de la narration d'une histoire. Et donc, naturellement, quand on m'a proposé donc de prépublier une BD à moi dans un magazine qui s'appelle Manga Kid, je sais même pas si ça existe encore, mais à l'époque ça s'appelait comme ça. Donc ça, c'était en quelle année? Faut que je compte. Ça fait loin. Je dirais à peu près 10 ans facile. D'accord. À peu près. Donc 2007. Ouais, c'est ça. De 2007. Voilà. Et donc j'ai lancé ça, c'était un trimestriel, alors, c'était assez hardcore, mais donc mon scénariste c'était mon mari de l'époque, et c'était assez fun, parce que jusqu'à présent j'avais développé à côté de mon travail dans l'animation un fanzine avec lui sur un univers fantastique qui s'appelait médiéval fantastique, parce que c'était notre truc, on fait du jeu de rôle, etc. Donc on était à fond là-dessus, et on a développé une des publications ce qu'on appelle fanzine amateur entre guillemets, puisque ça n'a d'amateur que le nom au final, puisqu'on faisait le boulot d'une mini maison d'édition, on choisissait ce dont on allait parler, on construisait la ligne éditoriale, on recrutait des gens pour dessiner à l'intérieur, on fouettait des gens pour qu'ils finissent leur boulot et qu'ils rendent leur planche, et puis après on faisait la maquette en général en pleine nuit avec une maquettiste qui terminait à 6h du matin avec les yeux caves. Un peu comme dans une maison d'édition, voilà, en fait. Et nous derrière avec des litres de café pour la secourir. C'était assez marrant, c'était la belle époque. Mais donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon médium c'était plutôt la bande dessinée et pas l'animation. Et donc j'ai fait mes premières armes sur ce petit magazine là, et très vite j'ai été repérée par Audrey Alouette, qui à l'époque s'occupait d'une collection, enfin qui voulait lancer une collection destinée aux jeunes filles en fait, et qui s'appelait Strawberry et Blackberry, Strawberry étant les petits formats, Blackberry étant des grands formats. Et ce qui m'avait séduit dans son projet, c'était le côté hybride, à savoir entre le manga et le comics, et la BD franco-belge est exactement le produit de ce que je suis, puisque moi j'ai une multitude d'influences diverses et variées, et j'avais envie de bosser là-dessus. Donc je suis allée réquisitionner ma copine Rutil, et on a commencé à bosser sur une BD qui s'appelle Geek and Girly, qui n'a connu que 2 tomes, mais on l'aime encore, et on va le poursuivre sans doute. Depuis qu'on a récupéré nos droits, on va sans doute le poursuivre toute seule. Mais ça a été aussi formateur que déstabilisant, parce qu'on s'est rendu compte que de tous les aspects du milieu de l'édition, tous les aspects déplaisants du milieu de l'édition. donc voilà, tout ce que ça implique à des degrés qui nous paraissent, qui nous paraissaient à l'époque complètement abscons, à savoir, nous on venait toutes les deux du milieu du fanzine, donc quand on fait un bouquin, on
couvre le bouquin du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en œuvre de la vente et sa diffusion et sa publicité, enfin on faisait tout quoi. Et donc, du coup, c'était pas plus entre guillemets cool pour vous de n'avoir à vous concentrer que sur Non, puisqu'on a dû faire aussi le même boulot, c'est-à-dire que personne n'était là, on a eu aucun budget de communication, aucun budget de diffusion, enfin on a dû faire notre pub nous-mêmes, on a dû communiquer nous-mêmes et au final on s'est demandé pourquoi on donnait de l'argent, une bonne partie de notre argent à un éditeur qui au final n'en avait rien à foutre de vendre ce bouquin. Soyons honnêtes, hein, disons-le comme ça, il n'avait pas spécialement envie de vendre notre livre. Donc le tome, on n'était pas cher payé déjà, donc en plus. Donc on s'est arrêté cette aventure, hein, mais ça nous a pas déstabilisé. Avec un goût un peu amer du coup. Oui, parce qu'on était à cette époque-là, on était pleine de d'étoiles dans les yeux, on était pleine d'envie, etc. Et après on a traversé de manière différente, mais moi j'ai traversé une longue période de désertification totale. J'ai essayé de publier plusieurs projets avec à l'époque je ne savais pas que c'était comme ça que ça s'appelait, mais je me suis toujours heurtée au plafond de verre. Maintenant, je sais qu'il y a un nom pour dire pour dire ce que j'ai vécu. Et donc j'ai dû parce qu'il fallait bien grailler, hein, j'ai fait coloriste. Je ne regrette pas, j'ai appris plein de choses. De toute façon, je pars d'un principe, je regrette jamais les choix que j'ai fait dans la vie. C'est jamais perdu. J'ai toujours appris quelque chose et être coloriste, ça a été très formateur à plein d'égards. Même si dans la foulée, j'ai pas pu j'ai pas pu redevenir autrice tout de suite. D'ailleurs, coloriste, c'est souvent un métier de femme. Métier de femme. Et c'est souvent des femmes qui font un peu ça aussi par défaut parce qu'elles n'ont pas réussi Absolument. à être publiées. Ouais. Et puis un jour, à un moment donné où j'étais vraiment au fond du fond, j'ai reçu deux propositions de boulot très différentes. Une de Katia Even, qui était scénariste, qui avait déjà fait valider un scénario érotique chez un éditeur qui s'appelle Tabou BD. Et j'ai été contactée par Marjorie Chamblin, la femme de Joris Chamblin, qui cherchait une autrice, pour illustrer un one shot d'une licence de roman jeunesse qui s'appelle La vie compliquée de Léa Olivier. Donc il cherchait à illustrer, à développer une série de one shot en parallèle de la série BD qui était déjà adaptée d'une série de romans à succès. J'ai fait les deux tests. J'ai été prise pour les deux. Et le travail de la DS a commencé plus vite que celui pour Kenes. Et c'est là que j'ai redémarré mon travail d'autrice. Donc la DS a connu un succès auquel je ne m'attendais pas spécialement, mais c'était plutôt agréable. Au départ, ça devait être un one shot et finalement on en a fait un deuxième tome. Et il y aura sans doute un troisième tome. Et puis je viens de terminer l'album pour Kenes. Donc ça a mis un peu de temps parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une vie personnelle un peu chaotique. La DS, hein, donc ce sont des albums érotiques. Oui, tout à fait. Et parce qu'il y a assez peu de femmes publiées. Alors, dans la bande dessinée érotique. On m'a souvent posé cette question. Souvent, j'ai des lecteurs hommes qui viennent en disant oh là là, c'est rafraîchissant de voir une femme qui dessine de l'érotique. J'ai fait mais mon cher monsieur, vous n'êtes pas allé sur internet. Vous ne savez pas ce que c'est, mais en fait, elles sont cachées. C'est parce qu'elles sont pas publiées. Elles aussi, elles se heurtent au plafond de verre. En fait, il existe toute une communauté de femmes autrices qui se sont appropriées les canons érotiques, les canons homo-érotiques, qui explorent leur sensualité sur le circuit indépendant. Parce que le circuit BD classique n'offre aucune perspective à une femme qui veut faire de l'érotique. Et je dis ça par expérience puisque mon premier projet BD, qui était avec Ruthie, l'auteur aussi de l'autrice, la scénariste de Geek and Girly, notre tout premier projet BD, c'est un projet érotique. D'accord. Donc on l'a soumis une première fois, on n'a jamais eu de retour. Ou le seul retour qu'on a eu, c'est
Ah, mais si vous dessinez pas semi-réaliste, ça marchera pas. Ok. Et après avoir publié Geek and Girly, on s'est dit on va rebosser le truc et on va le reproposer. Deuxième mouture, deuxième essai, deuxième fail. Je donne juste une anecdote. Je ne citerai pas l'éditeur, mais je lui ai envoyé mon dossier et il m'a dit avec de manière charmante qu'il ne prenait pas de projet jeunesse. Donc, en fait, il s'était arrêté qu'à la couverture du dossier, qui figurait l'héroïne qui déambulait dans un espèce au milieu de statues érotiques, avec une chandelle, et il ne s'était arrêté qu'à mon style où mes héroïnes sont très pouponnes, etc. Il s'est arrêté que là, avec la couleur un peu chaleureuse, etc. Et il s'est dit, ah, mais non, ça c'est pour les enfants. Voilà. Selon toi, pour quelles raisons en fait les femmes sont un peu mises à l'écart de ce genre Voilà, déjà, il faut savoir que le milieu de la bande dessinée de base est profondément misogyne. Donc il y a une espèce de quand on commence à dire que les femmes sont un genre de BD en soi, c'est qu'il y a un problème. Donc le genre girly ou catégoriser le fait d'être une femme pour des histoires particulières, voilà, ça c'est un problème. C'est pas notre sexe qui nous permet de déterminer si on est capable de raconter une bonne histoire ou pas et dans quel genre. Oui, moi j'ai déjà entendu effectivement quand on parle des femmes autrices, des autrices de bande dessinée. C'est pas un sujet, mais en fait effectivement le but c'est que ça ne soit pas un sujet. Malheureusement personnellement moi je crois, en fait c'est ça la tristesse de la chose, c'est que moi j'ai toujours cru je suis une méritocrate convaincue. Je pense que si une histoire est bonne et que si le dessinateur ou la dessinatrice sont doués, ou pas doués d'ailleurs, mais qu'il y a quelque chose, que le projet apporte quelque chose de puissant, peu importe son sexe, peu importe son genre, peu importe d'où il vient, peu importe la couleur de sa peau, peu importe si c'est bon, c'est bon. Mais le problème c'est que ça marche pas comme ça. Ça c'est dans l'idéal, voilà. En fait, dès le départ, il y a une grille de lecture qui se fait si on a une paire de seins ou pas. Et donc moi depuis le début de ma carrière, donc j'ai commencé avec la publication de Geek and Girly en 2009 et donc là publié en tant autrice publiée, je vais y arriver, hein, ça rentre pas encore je préfère utiliser autrice mais j'ai encore du mal à l'utiliser à l'oral. En tant qu'autrice publiée, j'ai entendu de nombreuses choses sur ce que je pouvais dessiner, ce que je ne pouvais pas dessiner. En tant que femme. En tant que femme. On m'a souvent dit, tu ne peux pas dessiner des décors compliqués, ou complexes, parce que tu es une femme. Tu ne peux pas t'attaquer à des sujets durs ou adultes. Parce que t'as un style beaucoup trop girly, coloré, rond, donc par essence je ne pouvais pas faire d'érotique. Au bout d'un moment, moi ce qui me concerne, c'est au bout d'un moment j'ai eu une espèce de rage à ne pas pouvoir m'exprimer via le médium que je m'étais choisi. C'est pour ça que je continue ma carrière une co-carrière, j'ai une carrière publiée. Et une carrière en indé où je continue à publier des histoires qui me correspondent et qui me vont. Et sachant que la première que j'ai faite, elle est née d'une frustration profonde qu'on nous ait pas laissé notre chance avec Geek and Girly. Et du coup, j'ai enceinte jusqu'aux yeux, j'avais 7 mois et demi, 8 mois. J'ai dit bon, Japan Expo est dans 3 mois. Allez, je vais faire une BD. Et je me suis lancée sur un vieux scénario de mon ex-mari, Castel, et ça a débuté comme ça. C'est là que je me suis rendu compte que, mais attends, j'ai pas besoin d'éditeur pour faire de la BD. Si je veux faire de la BD, je fais de la BD, point. Et ça me rendra pas moins légitime pour autant de pas avoir un éditeur qui chapeaute mon travail. À partir de cette résolution-là, j'ai continué à mener de front une carrière classique en tant que coloriste, puis maintenant en tant qu'autrice sur le chemin classique des éditeurs.
et puis une carrière d'autrice créative pure sur le chemin indé. Parce que faut pas croire, les indépendantes, si les indés sont souvent des femmes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non mais soyons honnêtes. C'est que la plupart ont pas réussi à percer sur le circuit classique. Et elles sont pas moins pudiques, plus pudiques ou moins sensuelles que entre guillemets les hommes qui publient de l'érotique. Elles font en général la différence notable que je peux voir, c'est que il y a une certaine codification dans le récit érotique auquel on a dû faire face, Katia et moi d'ailleurs, avec la déesse. C'est-à-dire que l'histoire, on s'en fout. Il faut une succession de tableaux érotiques, pornographiques qui donnent envie, hein, pour parler avec des pincettes, qui donnent envie, mais il faut pas, l'histoire entre, c'est pas grave. Alors que la volonté, la plupart des autrices que j'ai connues qui s'attaquent à l'érotisme, c'est que la scène pornographique, la scène érotique, ça raconte jamais que ça. Mmh. Ça fait partie intégrante, comme dans la vie, hein. Je veux dire, vous faites l'amour, vous sautez des gens, c'est cool. Le sexe, ça fait partie de la vie. Donc le sexe, ça fait partie de la vie, et donc ça fait partie d'une trame narrative aussi dans une histoire, et donc ça raconte quelque chose. Ça raconte des liens entre deux personnes qui se font l'amour. C'est aussi deux psychologies qui se mêlent. C'est aussi le point d'orgue narratif d'un moment précis où deux personnages se croisent. Ça raconte d'autres choses. Donc c'est une vision plus féminine en fait de l'érotisme. J'irai pas jusque là. J'irai juste que c'est une version avec une histoire. Il y a une version avec une histoire et une version sans histoire. Sans histoire. Et la version qui est établie aujourd'hui, pour toi, c'est la version sans histoire. La version qu'on a l'habitude quand on parle d'érotisme ou de pornographie, c'est très. Enfin, moi je l'ai pu le voir en dédicaçant auprès de Tabou, c'est-à-dire qu'en fait le public est essentiellement masculin, en général d'une certaine tranche d'âge, donc c'est des quarantenaires, entre 40 et 60 ans, et ils achètent là, c'est un peu l'équivalent du porno vidéo, mais il y a très peu souvent, je dis pas que c'est Et en fait, ce qu'on a apporté avec la déesse, et on s'en rend compte en dédicaçant le premier volume à Angoulême, c'est qu'on a tiré un public varié. Pas que des femmes. Des gens jeunes, des hommes, des femmes. Des gens aussi de morphologie, parce que j'ai une caractéristique, j'essaye dans mon dessin de faire valoir des morphologies variées. Donc l'héroïne de la déesse, elle est plantureuse, elle a des joues, elle a des fesses, et elle s'assume comme telle, elle est très bien comme elle est. Elle a du ventre, et c'est une jeune femme qui n'obéit pas au canon, on va dire, de magazines de mode. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de gens qui alors l'histoire de la déesse n'est pas spécialement complexe, hein, mais il y en a une. Voilà. Il y a une évolution narrative. Le personnage, il part d'un point A au début du tome, il arrive à un point B, il a fait un cheminement. Ça s'appelle une histoire. C'est tout. D'accord. Et on n'est pas obligé de rentrer dans un catalogue. C'est-à-dire que, il y a aussi ça, mais de manière générale, hein, dans la bande dessinée pensée par les éditeurs, finalement, on a l'impression que éditer un livre, faire une BD, c'est un monceau de recettes. Avec précodifié. Ah oui. On attend telle et telle chose. Mais c'est pareil quand on fait de la fantaisie, c'est pareil quand on fait de l'humour. Oui, certes, il y a des canons du genre qui ont lancé le truc, mais on peut très bien se réapproprier les codes et puis en faire autre chose. On n'est pas obligé de s'atteler à la recette et de faire, je ne vise personne, 15 000 préquels et séquelles d'un succès qui a marché. Je ne vise absolument personne. Aucun éditeur n'est visé dans cette interview. Donc voilà. Alors ma question, elle découle un peu de tout ce que tu viens de dire. Je parle beaucoup, hein. Non, mais c'est très bien, c'est le but. Mais comment tu te sens aujourd'hui
alors je vais pas dire en tant que femme dans la bande dessinée, mais comment tu te sens tout court dans la bande dessinée aujourd'hui? Je pense que t'y as déjà un petit peu répondu avant. Mais sur tes relations avec tes collègues, avec les scénaristes, c'est les éditeurs, c'est une relation, ça reste une relation complexe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de moi qui a envie de croire que je trouverai un jour un éditeur ou même un scénariste homme, parce que jusqu'à présent je travaille avec des scénaristes que je connais bien, homme ou femme d'ailleurs, hein. Castel ou Rutil, c'est des gens que je connais bien. Là je vais travailler avec Audrey Alouette sur un nouveau projet. C'est quelqu'un que je connais et que voilà. J'ai envie de croire que ça se passera bien et que je pourrai avoir instauré une relation de confiance. Sauf qu'il y a toujours une part de moi qui sait que ça ne sera jamais le cas non plus. Donc, à partir de ce moment-là, je suis passée par plusieurs phases. La phase de deuil, comme dans une séparation, hein. Départ, j'y croyais encore. Je me suis battue pour croire en cette vision. Et puis, petit à petit, je me suis détachée. Et je suis arrivée à un stade où, si demain j'ai plus de projet, là on me propose du travail et je réponds à des travaux, contrairement jusqu'à présent c'était l'argent et le besoin d'argent plus que l'envie créative qui me faisait répondre. C'était le cas pour la DS, même si j'ai trouvé un contenu intéressant à développer et des choses qui m'ont permis de m'exprimer. Si demain un éditeur ne me propose plus de boulot, dans ma tête, c'est plus une fatalité. Je veux dire, je suis pas morte. J'existe toujours en tant qu'autrice. Je peux raconter des histoires. Je peux exister par d'autres systèmes. J'ai déjà défriché le fanzine quand j'étais plus jeune, la publication par fanzine. C'est devenu très vite des prozines et à présent, c'est carrément de la publication indépendante. Alternative, indépendante. Et il y a le crowdfunding, il y a les webcomics, il y a tout un tas de possibilités il y a tout un tas d'imprimeurs qui se sont démocratisés en passant par le net. Il y a énormément il y a beaucoup plus d'imprimeurs aussi, là, j'ai découvert ça à Saint-Malo. On a été démarchés par des imprimeurs qui ont l'habitude de travailler avec des maisons d'édition connues. Classiques, mais qui démarchent des auteurs, des micro-éditions ou des auteurs indés, et qui proposent des petits tirages. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils eux-mêmes s'adaptent. C'est que le vent est en train de tourner. Je veux dire, oui, il y aura sans doute toujours des gros éditeurs. Mais le système dans lequel on est de surproduction, même eux, je pense pas qu'ils sachent exactement ce qu'ils font, parce qu'ils sont toujours, les ventes baissent, on a plus de lecteurs de BD que de livres qui sortent, et on a aussi des lecteurs qu'on ne croit pas exigeants. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur de la part des auteurs pas des auteurs, mais des éditeurs. C'est de penser que parce qu'un livre a marché une fois, on va pouvoir appliquer cette recette. Voilà, on va pouvoir appliquer cette recette ad vitam, ad nauseam. Et c'est pas le cas. Moi, je le vois en festival quand je me confronte directement aux gens. Les gens sont exigeants. Ils sont à la recherche de parce que nouveautés. Du coup, c'est intéressant, c'est que tu rencontres beaucoup le lectorat. Ce qui est le cas en dédicace ou c'est pas la même chose. Salon, mais c'est toi. C'est pas la même chose dans le sens où là je côtoie beaucoup plus. Disons qu'en fait, je suis juste derrière une table et je leur vends mon livre. Donc je suis partie prenante de et donc je dois les convaincre. Et en fait, c'est intéressant de voir que ils sont beaucoup moins cons, excuse-moi, hein, mais ils sont beaucoup moins cons que ce qu'on essaie de nous faire vendre en disant oui, mais ça c'est un sujet de niche, tu comprends, ou ça c'est trop compliqué, ou ces notions-là sont trop touffues. Non,
Les lecteurs sont beaucoup plus intelligents et les lecteurs aussi, le goût s'éduque. C'est comme dans tout. Hein. C'est comme le palais s'éduque avec une variété de goûts différents. Le cerveau s'éduque à coups de lecture différentes. Il faut juste proposer des choses différentes. Et je pense qu'on arrive à un stade où il y a beaucoup d'auteurs de ma génération on considère qu'on est une génération sacrifiée. Là, tu parles d'auteurs, auteurs, autrices, hommes comme femmes, en fait, on fait partie d'une génération. Alors, c'est vrai que les hommes sont moins touchés de manière générale. Parce que ça se voit dans les états généraux de la BD, hein, les femmes sont beaucoup plus mal payées, elles sont beaucoup plus paupérisées. Ouais. Après, sachant que de toute façon, la bande dessinée reste un milieu où les auteurs et autrices de toute façon restent luttent. Enfin, pour le coup, c'est sans doute plus marqué pour les femmes, mais ça reste une vérité absolue pour l'ensemble de la profession. Et en fait, on fait partie d'une génération, donc une génération de trentenaires. On est passé après un espèce d'âge d'or où on lançait plusieurs choses. Et nous, on a été sacrifiés. Donc en fait, c'est quelque part, c'est à cette génération-là aussi de trouver des alternatives. Et elles en trouvent, hein. On en trouve. Là, il y a Daily Toon qui se lance dans le webtoon, c'est une sorte de webcomics mais coréen avec un système de scrolling en usant pour la narration et pour la lecture du scrolling de la souris. Bon, ça c'est aussi, là ils sont en train de développer ça avec des auteurs et des autrices françaises pour développer leur propre média plutôt que d'adapter juste de la licence. Donc on est il y a une espèce d'effervescence sous-jacente sous la chape de plomb du circuit établi, du circuit classique, une envie de trouver des alternatives créatives, financières, mais tout est encore en friche, on va dire. Donc c'est le début, mais après effectivement ça peut, selon toi ça peut être une solution aussi pour les autrices. C'est déjà une solution, mais ça peut l'être encore plus dans l'avenir pour les autrices qui ont du mal à se faire publier. Et je vais prendre des exemples très simples, mais qui touchent plus la littérature, pas BD, mais la littérature tout court. Alors on en pense qu'on veut. Moi, je suis pas une grande fan de 50 Shades of Grey, hein, pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est le parcours de l'autrice. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, son bouquin, c'est une fanfic de Twilight, purement et simplement, publiée sur son site. Elle a du succès puisqu'il y a un lectorat, de fanfic énorme. Contrairement à ce qu'on nous fait croire. Fanfic, est-ce que tu peux... Alors, la fanfiction, c'est de la fiction écrite par des fans. Donc, en général, qui reprennent des mondes, on va parler simplement, pas trop utiliser de trucs spécifiques, mais grosso modo, qui utilisent un support déjà existant, qu'il soit littéraire, filmique, des dessins animés, séries, enfin peu importe, tout peut y passer. Et on crée de l'histoire, du récit en marge de l'histoire principale. D'accord. Mais qui reprend des personnages, qui explore certains aspects, voire qui leur font raconter complètement autre chose. Ça, c'est une manière... tu repars d'un scénario déjà existant pour regreffer... pas forcément, ça peut être complètement une reprise juste des personnages dans un autre contexte, un autre univers. Ça, c'est très large. Ça tient de l'exercice de style aussi. Et en général, c'est ça qui est assez marrant, c'est que beaucoup d'autrices ont commencé, pas mal d'autrices ont fait de la fanfic avant de faire des romans. Et donc, ce qui est intéressant avec l'auteur de 50 Shades of Grey, c'est pas de la grande littérature, donc il en existe des bien meilleurs, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ont commencé sur un circuit dit amateur. C'est ça. C'est des femmes qui ont commencé sur un circuit amateur. Après, les gens se sont dit, oh, mince alors, ça a du succès, c'est fou ça. Bon. Et si on leur proposait de faire un livre en papier ? Et si on les éditait maintenant ? Mais bon, faudra juste virer l'aspect fanfic. Et voilà. Et il y en a plusieurs comme ça. Ce qui est le cas aussi, si tu prends par exemple Pénélope Bagieux, qui a commencé avec un blog, ou Digli, qui a commencé aussi. Il y a toute la période blog BD aussi qui est assez, où il y a eu. Alors,
Là, l'éditeur s'est dit, avec une certaine sournoiserie sous-jacente quand même, que c'était de la planche pas chère à payer parce qu'elle était déjà faite, et donc reprendre, etc. Mais il n'empêche que ça a ouvert la voie à tout un tas de personnes qui n'auraient pas existé. C'est-à-dire que, oui, Si- en fait, si- qui n'auraient pas existé. Elles avaient déjà du succès, en fait, en s'auto-publiant, au Oui, final. c'est ça. Et en fait, ils sont venus au secours de la victoire, en fait. Mais ce qui est aussi le cas de Emma, plus récemment, en fait. Oui, tout à fait. Qui a aussi été publié en version papier. Mais c'est plein de, c'est marrant, c'est que la plupart de ce qui rejoint toutes ces femmes qui ont même qui ont des parcours ou qui viennent d'endroits différents, c'est qu'au départ, on leur a pas ouvert la porte. C'est ça. Elles sont passées par la chatière. Voilà. Donc jolie expression. voilà. Donc c'est comme ça que ça Je savais fonctionne. pas qu'il y avait une chatière dans les maisons d'édition. Écoute, on peut toujours espérer, mais ou alors par le trou de la serrure, tout ce que tu veux, mais Non, elles ont. C'est intéressant effectivement de voir qu'elles sont. Mais du coup, ça sous-entend aussi que la maison d'édition, enfin l'éditeur et la maison d'édition. C'est un peu c'est un peu inversé au final, parce que le rôle normalement de l'éditeur ou de la maison d'édition, c'est d'aller découvrir. Mais bien sûr, il y a une, excusez-moi les éditeurs, excusez-moi, il y en a des très bons, hein, je veux pas vous jeter la pierre, mais il y a une paresse énorme de la part de l'éditeur qui, il y a des contraintes, je pense qu'il y a des contraintes économiques aussi qui sont énormes et qui font qu'ils s'auto-censurent eux-mêmes, mais il y a il y a une paresse il y a très peu de nouveaux projets qui sont lancés, de nouveaux projets vraiment portés par l'éditeur. C'est souvent de la licence, de la reprise, comment dire, des préquels, des séquelles, et on utilise le talent de jeunes auteurs ou d'auteurs en circuit fermé dans la boîte dont un titre n'est pas passé, mais ils préfèrent, un titre n'a pas réussi, etc. Ils les réemploient sur des suites et des suites et encore des suites, et il n'y a pas une vraie envie ou une vraie recherche de débusquer parce que c'est une prise de risque qu'ils ont peur de faire. Enfin, je le pense, hein. Ils ont peur de faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est, pour le coup, pas uniquement. Non, c'est pour les femmes. Pas uniquement pour les femmes, mais ça touche beaucoup les femmes parce qu'on a quand même, c'est quand même le dire, on a moins de crédibilité par rapport à un auteur homme. Une autrice aura toujours moins de crédibilité. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu aussi de la part des autrices, de me dire qu'il y avait un problème de légitimité, c'est-à-dire qu'elles ne se sentaient pas légitimes même quand elles avaient publié. Je veux dire, moi, on peut prendre par exemple un exemple très très simple. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai quand même réalisé un film quand j'étais au Gobelin, un court-métrage d'ouverture en coproduction, en co-création. J'ai sorti deux tomes de Geek and Girly. J'ai colorisé un bon nombre de livres. J'ai publié, auto-publié un bon nombre de bouquins. Mais quand on m'interviewe par la presse BD, je suis retenue comme étant la coloriste de Burlesque Girl de François Moretti. Voilà, j'ai rien fait d'autre dans ma vie. Que dalle. Je suis juste la coloriste de François Moretti. Super. Donc voilà, c'est un peu l'escamotage de 10 ans de carrière. Merci les gars. C'est cool. Donc, du coup, c'est aussi le reflet. Enfin, je pense que plus largement, tu vois, c'est aussi le reflet peut-être de la société actuelle. La bande dessinée n'étant que des secteurs parmi tant d'autres. Oui. Alors, on est d'accord qu'il y a un sexisme ambiant. Il y a un problème. Il y a un problème généralisé tu parlais d'Emma tout à l'heure, mais elle soulève pas mal de problèmes de femmes, en fait, de problèmes de femmes face à des problèmes de société, des femmes qui sont confrontées à la fameuse charge mentale. La charge mentale, hein. Donc je pense qu'on n'a pas, je ne t'apprends rien. Voilà, moi j'ai découvert à quel point j'étais chargée mentalement quand
ça a commencé, mon couple a battu de l'aile, et parce que on avait un enfant. Donc, c'était un peu un déclencheur un déclencheur de vision, on va dire, par-delà la vision. Voilà, donc quand on se rend compte que même avec quelqu'un qu'on estime et qu'on apprécie et qu'on aime, il y a quand même une disparité de traitement ou d'excuses par rapport à la société, par rapport au rôle qu'on doit tenir, etc. C'est qu'il y a un problème. En BD, il y a un machisme énorme, un sexisme ambiant énorme, et c'est d'autant plus dur quand on est une femme jeune dans ce milieu. C'est encore plus dur quand on fait de l'érotique, parce qu'on n'est pas du tout à notre place, non, sur ce genre-là. Et voilà. Moi, je me suis pris mais depuis que je travaille dans le milieu de la BD, je me suis pris des trucs dans la gueule que je n'imaginais pas qu'on me lancerait. Je veux dire, quand je suis tombée enceinte, j'ai demandé à repousser la deadline d'un mois parce que j'étais fatiguée. Une première grossesse, tout ça, c'était compliqué. Ils ont pas voulu. Ils ont fait valoir que l'auteur que je connais bien ne se remettrait jamais et qu'il faudrait repousser à l'année prochaine. Je lui fais mais je débute pas, arrêtez de pipoter des choses comme ça. Je sais très bien comment ça se passe le circuit éditorial, ça marche pas comme ça. Arrêtez de me raconter des cracks. Et quand j'ai terminé, quand j'ai accouché, il y avait le 2e tome en route, et ils m'ont fait faudra que tu prennes une assistante. Parce que une fois que t'as accouché, tu sais plus rien faire. Ok. Bon, très bien, je peux bien prendre une assistante, mais au final, on s'est tourné les pouces parce qu'on n'a pas eu de planche pendant les 4 premiers mois de soi-disant, on devait bosser vite. On s'est tourné les pouces pendant 4 mois. Et après, il a fallu travailler vite. Et après, mais c'est toujours, quand de toute façon, coloriste, on arrive en bout de course, on est toujours obligé de travailler pour hier. Oui, parce que tu fais un peu le tampon entre le... Ouais. Entre le... On est payé peanuts, on sauve un livre, parce qu'il faut quand même dire que sans la couleur, une couleur ratée, mais avec un très bon dessin, un très bon scénar, ça nique un livre. donc voilà. Bref. Je referai plus de la couleur. J'adore coloriser, j'adore mettre les albums en couleur. C'est une déclaration, mais la couleur c'est fini. J'en peux plus. Je crois que j'en ai trop mangé dans des délais insurmontables. Parce que du coup, tu as fait combien, tu as été coloriste sur combien d'albums? Attends, je compte. je dirais une... Tant que ça. Ouais, je dirais une douzaine à peu près. Ouais. D'accord, oui, ça fait vraiment... Attends, ouais. Oui, un truc comme ça, 10, 12, un truc comme ça. D'accord. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais de la BD érotique, de ce que toi tu faisais, et qui était quand même assez différent de ce qui était attendu. Oui. Et alors si je te dis très féminin, très masculin... Yahoo! Que me réponds-tu? Que ça veut rien. Ça veut rien dire. Je veux dire... Ce qui fait une perception différente en tant qu'auteur ou autrice, c'est pas le genre, c'est pas le trait, c'est l'expérience qu'on a vécue. Évidemment que être une femme, ça va m'apporter différentes expériences que d'être un homme. Mais c'est pas ça qui me constitue. Je veux dire, c'est comme dire à un auteur ou une autrice qui est gay, de le limiter à son homosexualité. C'est pas ça qui le constitue. C'est l'expérience de sa vie, c'est ce qu'il a envie de raconter. Et c'est complètement con dans le sens où je connais des femmes qui ont des traits masculins et des hommes qui ont des traits féminins. Ça n'a strictement rien à voir avec la choucroute. Je veux dire, c'est pas ça c'est un non-sens. C'est débile. C'est juste pour le confort des petites étiquettes de chacun. Le trait féminin et très masculin, c'est des conneries. Voilà, que les choses soient dites claires et nettes et précises. Pour moi, c'est très très clair. Voilà, c'est des conneries. Ainsi. Effectivement, on peut difficilement faire plus clair. Voilà. Mais oui, il y a un trait, il y a un style, il y a des auteurs derrière, ou des autrices, ou peu importe. Il y a des gens qui racontent. Et pour ça, ils utilisent du texte et du dessin qu'on mêle ensemble. Le trait
Le trait. Après, il y a moi, j'ai une sensibilité qui vient de ce que j'ai lu. J'ai lu des choses différentes. On peut dire que j'ai une sensibilité manga. Il y a pas de problème. Dire que j'ai une sensibilité féminine, c'est difficile d'être réduite d'être réduit à son sexe. Tu es un homme, tu fais ceci, tu es une femme. Ah oui, voilà, on peut remonter dans la société de base. Hein, je veux dire, quand on dit aux petits garçons, toi, tu aimes les princes, les châteaux, les épées, les pompiers et les policiers, et les petites voitures. Et les petites voitures. Toi, tu aimeras fille, tu aimeras les princesses, les robes, le rose, voilà. Alors, je suis désolée de vous le dire, mais mon fils kiffe la couleur rose. Il trouve ça super classe. Il a bien raison. Et il adore. Est-ce que ça fait de lui un petit garçon dévirilisé? Je crois pas. Il aime les dinosaures. Il aime les Pokémon. Est-ce que je m'inquiète sur son devenir mental? Aucun problème. Il aime beaucoup de choses très différentes et il est très curieux. D'accord. Voilà. Puis il n'est pas réduit à son seul sexe. Non, mais par contre, ce qui est pénible, c'est que la société fera en sorte de le ranger dans une case. Et ça, dès la maternelle. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez les éditeurs des collections pour filles et des collections pour garçons. Des collections pour filles roses. Des collections pour garçons bleus. Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est que... Enfin, étonnant, non, c'est pas étonnant du tout, mais il y a quand même un terme pour la BD de filles. Le terme girly. Mon terme préféré, dis donc. Tu n'as pas l'équivalent... il y a pas manly, mais je comprends pas. Bah, moi non plus, je comprends pas. Je trouve ça... Là, encore une fois, quand je disais que être une femme en BD, c'est devenu un genre à part entière. C'est-à-dire que la BD girly, c'est au même titre que la BD, enfin voilà, que la fantasy, que la SF ou le policier. Le girly. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement vide de sens. Je veux dire, on peut pas catégoriser un pan entier de livres et de créations juste parce que l'auteur a des ovaires. C'est débile. Franchement, hein, ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, je me revendique le droit de raconter tout type d'histoire du moment qu'elle soit bonne. Et soyons honnêtes, même si j'ai toujours une touche érotique et j'ai toujours une touche fantastique dans mes histoires parce que c'est des choses qui me plaisent, mais je raconte des choses diverses et variées et ça va dans tous les sens du moment que l'histoire m'intéresse, que les personnages soient bons, qu'il y a quelque chose qui me prend au trip je sais plus quel grand auteur disait que quand on ouvre un livre et quand on le finit, on n'est plus la même personne. Ça nous a transformé à l'intérieur. Ça nous a modelé l'âme d'une manière différente. Ça nous transforme. La lecture, c'est censé nous transformer. Donc, ce qu'on a après et avant et après, on n'est plus la même personne à partir du moment où on a lu ce livre. Ben moi, je voudrais que les gens qui lisent mes BD, ce soient plus les mêmes personnes avant et après. Que ce que je leur ai... Que ce soit des hommes ou des femmes. Peu importe. Peu importe. Mais là, c'est comme si je disais, je suis une méritocrate convaincue. Moi, je me définis... Enfin, voilà, si une histoire est bonne, si elle arrive à changer quelqu'un, si elle arrive à émouvoir quelqu'un profondément, à le faire ressentir des choses, et que une fois qu'il a refermé le livre, ça le travaille longtemps après. Alors, ça peut paraître prétentieux dit comme ça, parce que pour l'instant, on peut pas dire j'en suis loin. On va y aller doucement, hein, mais c'est mon grand. C'est ton objectif. C'est mon objectif en tant qu'autrice. Et la BD n'est pas un médium moins noble et abâtardi. C'est même un très bon médium, hyper intéressant. Et je trouve ça dommage que souvent on le réduise à une recette ou à des codes ou à un pâle reflet de ce qu'il peut être. Donc voilà. Et alors, en janvier 2016, il s'est passé quelque chose au festival de bande dessinée d'Angoulême. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience? En tout cas, médiatiquement, il y a eu une prise de conscience. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après 5 janvier 2016
tu penses que la situation a peu évolué depuis? Alors, la prise de conscience. Je dirais pas que c'est une prise de conscience, parce que pour une prise de conscience, ça apporte son lot de changements et d'action après. Ce qui a changé, c'est une libération de la parole. Une libération de la parole qu'on voit se concrétiser au fur et à mesure des années et dans différents domaines artistiques. Les femmes commencent à je pense que ça participe d'une dynamique. Donc on a pu voir pas les débuts, mais un des débuts en 2016 avec cette affaire ridicule. C'est vrai que on n'a pas assez de femmes qui font de la BD. Hein. Voilà, alors juste pour mémoire, effectivement, il n'y avait aucune femme sélectionnée pour le Grand Prix. Il y en a peut-être une ou deux là cette année. Alors, en tout cas, là, il y en avait aucune, ouais. Et donc du coup, l'argument était de dire que il n'y avait pas suffisamment, il n'y avait pas de femmes cette année-là qui étaient légitimes, et enfin surtout que c'était sur une carrière complète. Voilà, et que les femmes étaient arrivées récemment dans la bande dessinée. Et tout ça sur un spectre mondial, rappelons-le-nous. Hein, oui, sur le spectre mondial en plus. C'était pas uniquement français. Et effectivement, la presse a commencé à s'emparer de la question à partir du moment où Riyad Sattouf a décidé sur les réseaux sociaux, a dit qu'il ne souhaitait pas. S'il se retirait de la sélection. En fait, c'est toujours la même chose. C'est ça qui est un peu frustrant. Moi, ce que je vois d'un point de vue concret, c'est qu'il y a des collectifs comme le collectif des autrices de BD contre le sexisme qui s'est créé, qui rallie plusieurs femmes de la profession. Autrice, ça c'est une bonne chose. Il y a la parole qui se libère, et puis il y a une certaine volonté. Voilà, la parole se libère. Il y a une volonté de coopération. On se retrouve entre nous, on essaye de faire avancer les choses, mais c'est encore beaucoup trop lent à mon sens. Il y a qu'à voir. Souvent, c'est ça qui est un peu triste, c'est que. Bon, moi, comme je disais, je suis une méritocrate convaincue. Si dans la vraie vie, c'était la valeur du livre qui primait, bien sûr que hommes et femmes partiraient sur un pied d'égalité, et c'est juste la qualité des histoires et des livres qui ferait en sorte qu'on puisse recevoir un prix ou ce genre de choses. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. C'est que les femmes, elles sont heurtées, comme on disait tout à l'heure, au plafond de verre, qu'elles n'arrivent pas à passer ce plafond de verre, et donc elles sont escamotées, tout simplement. Donc elles ont du mal à se faire publier, ce qui explique... Non, mais elles ont du mal à se faire publier, mais il y a aussi, on peut se poser la question du choix des livres en amont. Je veux dire, quels livres les éditeurs soumettent au jury, tu vois. Il y a tout un tas de choses dont on peut se poser les questions. Ce que je remarque, in fine, c'est que il n'y a pas forcément une véritable représentation de la réalité, littéraire. Et que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une riche littérature indépendante qui s'est développée. Il y a toujours cet argument qui dit que c'est la qualité du livre qui prime, qui efface en fait c'est une réalité réelle, c'est qu'en fait les livres de femmes n'arrivent même pas à la sélection. Voilà. Donc je pense que le problème est vraiment en amont de base. J'étais pas comme ça avant et je le prônais pas, mais s'il faut faire des quotas, s'il faut obliger un certain nombre de femmes présentes, de livres de femmes, s'il faut des festivals féminins, s'il faut des collections féminines. J'aime pas, hein, comme tu dis, comme on disait en off tout à l'heure, ça fait ghetto. Mais s'il faut pousser les choses, imposer les choses de manière artificielle au début pour que ça puisse prendre et que ça devienne naturel, alors faut le faire. Je suis désolée, c'est pas du tout mon envie de départ, mais toi, tu penses que ça pourrait être au final une solution, oui, en tout cas temporaire. Ça serait une solution pour au moins démarrer la machine, parce que si on attend, parce que là, on voit encore que
la plupart des livres qui sont soumis à jury, c'est-à-dire même pas en les livres qui sont choisis dans les concours de littérature ou les concours de BD, pas que Angoulême. Ce qui arrive sur les étals des jurys en sélection, dedans il y a déjà peu ou pas de femmes. Pourquoi ? Alors que quand on va dans une librairie, il y a des femmes qui sont... Alors la question à se poser est là, j'ai pas la réponse, mais pourquoi ? Est-ce que l'éditeur n'envoie pas le livre en sélection ? Est-ce que il cantonne les femmes à des livres merdiques, disons-le, à de la littérature de seconde zone qu'il n'estime pas suffisamment noble enfin voilà, il y a tout un tas de questions à se poser, mais il y a moi des romancières, des autrices BD, des scénaristes, j'en connais qui produisent de la très bonne cam, du très bon bouquin, des très bonnes histoires. Je comprends pas pourquoi elles percent pas davantage. Et dans le cas d'Angoulême, c'est d'autant moins justifiable que c'est mondial comme sélection. Bon, en fait, on sait tous que c'est la France et la Belgique, faut pas se leurrer. Mais normalement, c'est censé être mondial, et qu'au Japon, il y a un certain nombre de mangaka femmes qui sont dans le milieu et qui méritent un prix depuis, enfin voilà, déjà longtemps. On peut parler de Rumiko Takahashi, par exemple, qui a fait Ranma 1/2, elle est là depuis belle lurette. Puis alors elle faisait de l'humour, et puis elle fait aussi de l'horreur. Elle a une série assez connue sur les sirènes, des sirènes qui bouffent des gens. Les vraies sirènes de l'Antiquité. Et voilà, c'est ça. Donc elle a beau avoir un style enfantin, elle dessine quand même des trucs d'horreur. C'est fou, hein. Donc non, mais voilà. Je pense qu'il y a des œillères. Alors soit c'est un problème d'éducation, soit c'est une volonté de pas voir. Ce qui est aberrant, c'est qu'il ait fallu que Riyad-Satouf en parle pour que tout d'un coup ça devienne un problème. Alors que le problème existe depuis toujours. Bon, après, le pauvre, il n'y est pour rien. Non, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, le mais chevalier blanc. C'est ça. Et ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, on a légitimé la cause qu'à partir du moment où un homme l'a ouvert. Et c'était un peu triste. Moi, ce que je considère vraiment, vraiment purement et simplement comme avancée, c'est que les femmes libèrent leur parole. Il y a les affaires, mais pas que dans le milieu de la BD. L'affaire Weinstein, par exemple, voilà. Et puis les Tumblr qui existent. C'est ça. Dans la lignée de Peita Schneck. Ou balance le tag balance ton porc. Bon, sur des sujets divers et variés. Mais voilà, dans l'animation, le milieu dont je viens, dans la bande dessinée, dans les arts plastiques, chez les plasticiennes, les plasticiens, les plasticiennes aussi, dans la littérature, le cinéma, donc, la parole des femmes se libère, et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des choses installées depuis un certain nombre d'années, des comportements patriarcaux, des comportements sexistes, et tout ça sous un vernis d'égalité, c'est ça qui et tout ça sous un vernis d'égalité, parce qu'en fait le côté artistique, c'est une espèce de jolie poudre de perlimpinpin, là. Les gens se disent mais oui, mais ça les artistes ils sont pas comme ça. Non, en fait ils sont pires, en fait. Il y a pas de loi du travail pour les artistes sont juste le produit de leur société. Oui, mais avec une loupe déformante. C'est-à-dire qu'il y a même pas de loi pour les contraindre ni quoi que ce soit. Il y a rien. Donc c'est décuplé. Et voilà, quoi. Donc oui, à part, enfin, effectivement, il y a eu une évolution d'après toi au niveau de la libération de la parole. Oui. Et des réunions, les femmes se réunissent plus, commencent à agir plus. Mais ça reste hyper minoritaire pour le moment. Moi, j'aimerais bien que ça avance plus conséquemment. Mais je considère qu'il y a quand même du progrès. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait grand bien d'adhérer, par exemple, au collectif de BD Égalité, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Parce qu'il faut pas croire aussi, il y a des femmes qui ont adopté ce genre de comportement. Le fameux one of us, c'est parce que de survie, c'est des comportements de survie. Et il y a beaucoup de choses à détricoter. Souvent, quand on se heurte au sexisme, et peu importe la corporation, la plupart des hommes nous disent oui, mais pas moi. Moi, not all men. Moi pas. Moi, je suis quelqu'un de bien. Oui, mais non, en fait. Je veux dire, malheureusement, on est dans une société qui, dès le plus jeune âge, on en parlait tout à l'heure, modèle les rôles, qu'on soit un homme ou une femme. Et cette disparité, elle s'ancre très profondément en nous.
Moi, j'ai mis beaucoup de temps à détricoter des choses dans mon propre comportement qui étaient pas du tout... Oui, c'est-à-dire que ça nous modèle, nous aussi. Ça modèle les hommes comme les femmes. Et il arrive... Enfin, c'est là, ce que je trouve positif et intéressant, c'est que à la fois il y a une libération de la parole, mais il y a une éducation qui se fait plus... Voilà, il y a une éducation des mentalités, au moins du côté femme, qui se révèle. Il y a des choses dont on prend conscience à force de discuter, et donc ça facilite une déconstruction de comportements, de scènes, de contextes qu'on vit au quotidien. Et donc ces femmes-là qui se déconstruisent au contact au fur et à mesure, ça fait tache d'huile. Elles vont commencer à essayer d'adopter, avec pédagogie, du moins je l'espère, c'est pas toujours le cas, mais avec pédagogie d'essayer de transmettre ça. Et je suis peut-être un peu naïve, hein. Non, optimiste. Mais c'est comme ça, je suis optimiste dans l'âme, mais j'espère que ce sont des choses qui vont amener à plus de reconnaissance du problème. Voilà. Plus de reconnaissance, en fait, globalement, et du coup, effectivement, la bande et donc plus de remèdes, oui. contre le problème. Pour l'instant, c'est minime. C'est petit encore. Mais c'est des pas en avant, on va pas les renier. Effectivement, c'est un mouvement global qui ne concerne pas que la bande dessinée, mais qui concerne la société dans son ensemble. Et il faudra sans doute que la société change pour que la bande dessinée change. Oui, mais ce qu'on peut faire, c'est on peut pas partir en bataille sur des champs de bataille trop vastes pour nous. On peut déjà essayer de changer les choses au quotidien. Moi, j'essaye d'éduquer mon fils de manière à ce qu'il ne tombe pas dans ce qu'on le modèle, par exemple la maternelle. Quand il revient de l'école en te disant maman, tu ne peux pas aimer la couleur bleue, c'est que pour les garçons. Ah bon? Bon bah écoute mon petit garçon, moi j'ai décidé que tu n'aimais pas la couleur jaune. Ouais, parce que c'est que pour moi, que pour les mamans. Ah mais non, mais j'aime bien la couleur jaune. Ah bah non. Désolée, hein, c'est bête. Ah oui, bon bah alors écoute, moi j'aime toutes les couleurs et puis toi aussi. Ah bah voilà qui est mieux. Je suis d'accord. Partageons-nous toutes les couleurs. C'est bête, mais ça part comme ça. Donc c'est des petites choses. Il y en a chez qui ça prend forme, ça interpelle. Moi j'ai eu plusieurs amis de sexe masculin et collègues qui tout d'un coup se sont rendus compte de certains de leurs propres comportements, ou qui par un article que j'ai pu leur faire lire, ou par un échange ont pu se rendre compte de certaines choses, de certains comportements. C'est ça. Et qui ça permet juste la prise de conscience s'étend comme une tache d'huile, mais c'est long comme progression. Donc est-ce que ça a changé en un an? En 2 ans. En 2 ans, ouais, en 1 an et demi, 2 ans. Pas beaucoup. Pas vraiment. Mais ça bouge. Voilà. Bon, bah écoute, on termine sur une petite note d'optimisme, du coup. Donc le chemin sera long, mais nous avons déjà fait la moitié d'un pas. Oui, mais c'est toujours un pas, hein. C'est toujours la moitié d'un pas. Écoute, voilà. Donc, non, le jour où on me posera plus la question qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la bande dessinée, ou est-ce que vous avez un point de vue féminin sur l'histoire, ou ce genre de bêtises, je pense qu'on aura gagné la bataille. On aura gagné une très grosse bataille. C'est-à-dire que le jour où on me considérera comme une autrice, le jour où on me considérera comme une personne, oui, et pas uniquement comme une femme, en fait. C'est ça. Le jour où on me regardera mon œuvre et pas ma paire de loches, ce sera cool. Je pense. Je te remercie. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup, Néphila. Merci pour cette prise de parole. Et puis, merci beaucoup pour ton franc-parler, et puis pour cette vision sur la bande dessinée, et du coup aussi sur la société dans son ensemble. Allez, bougez-vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour
pour découvrir les interviews.